Tout d'abord, si l'art vise à représenter le monde, alors se pose la question de la vérité de l'œuvre d'art. Dans sa conformité au réel. Or, il n'est pas certain que ce soit le modèle de l'imitation qui permette de mieux penser l'art, qui permette le mieux de penser l'art, dans sa vérité. Qui permettent le mieux de penser l'art dans sa vérité. Il n'est pas certain que ce soit le modèle de l'imitation qui permette le mieux de penser l'art dans sa vérité. En effet, comme nous le verrons dans un deuxième temps, l'art instaure des lois qui lui sont propres. Lois qui constituent non seulement les domaines de l'art, peinture, sculpture, musique, cinéma, ce que vous voulez, danse, lois qui constituent non seulement littérature, lois qui constituent non seulement les domaines de l'art, mais chaque œuvre comme un monde à part entière. Chaque œuvre comme un monde à part entière. Enfin, il faudra prendre au sérieux la dimension pratique voire politique de l'activité artistique, l'activité pratique voire politique de l'activité artistique, en nous demandant si l'art ne transforme pas le monde d'ici-bas. Ne transforme pas le monde d'ici-bas en créant des mondes qui se trouvent au-delà du réel. Au-delà du réel. Petite référence à X-Files. Alors, on commence. Je vous annonce tout de suite, le cours sur l'art va être aussi long que je souhaite qu'il le soit. C'est-à-dire que quand j'en aurai marre, j'arrêterai. J'ai énormément de choses à dire.
Mais on va essayer de pas, on va essayer que ça ne dure pas 5 semaines, quoi. Euh, Parce que, bon, statistiquement, il y a très peu de chances que ça tombe sur ce sujet précisément. Vous aurez très probablement des sujets très larges en dissertation si jamais les épreuves sont maintenues par mon Jean-Mimi national. Euh, donc des sujets larges qui peuvent faire intervenir des réflexions sur l'art éventuellement. Alors, premièrement, première question que nous allons nous poser, et donc là vous allez vraiment être en mode prise de notes, d'autant que vous n'avez pas encore les textes. Ces textes, je vais vous les lire et vous les aurez vendredi. L'art, imitation du monde réel, point d'interrogation. Donc, la question que nous allons poser est de savoir si le rapport mimétique entre la réalité et l'œuvre d'art est une nécessité. Est-ce que l'art imite nécessairement le réel? Qu'est-ce que l'imitation? On peut la concevoir en deux sens. Premièrement, il s'agit de reproduire le monde qui nous entoure sous certains aspects. Et deuxièmement, lorsqu'on imite, on peut également imiter une manière de faire, une praxis, une poiesis, comme diraient les Grecs, et je vais expliquer ce que c'est que la praxis et ce que c'est que la poiesis. La praxis, P-R-A-X-I-S, chez les Grecs, désigne une action qui suppose un savoir-faire. La praxis désigne une action qui suppose un savoir-faire. Les Grecs appellent ce savoir-faire une techné, T-E-K-N-E, mot qui a évidemment donné en français la technique. T-E-K-N-E, accent grave. La techné. Or, il est significatif que chez Platon, par exemple dans le Protagoras, P-R-O-T-A-G-O-R-A-S, il est significatif que chez Platon, par exemple dans le Protagoras, ou chez Aristote, par exemple dans la physique, la nature humaine, et on le verra en particulier chez Platon, est conçue comme une puissance, une potentialité qui est actualisée par l'imitation. On pourrait dire que ce qui caractérise l'être humain, c'est que c'est un animal qui imite.
par l'imitation. Et donc, ce que dit par exemple Platon dans le Protagoras, c'est que l'être humain naît littéralement à poil, c'est-à-dire sans griffes, sans dents qui lui permettent, sans mâchoires qui lui permettent de faire concurrence au lion, sans poils, sans fourrure qui lui permettent de se protéger du froid. Et il va trouver chez les animaux, en fait, un savoir-faire, une technique qui va lui permettre de survivre et même de prospérer. Alors, l'autre aspect qui est important à prendre en compte également, c'est le fait que toutes les œuvres d'art de l'époque archaïque, c'est-à-dire de l'époque précédant l'écriture, sont figuratives. C'est-à-dire qu'elles tentent de représenter le monde extérieur. Il y aurait donc un plaisir proprement humain à la représentation. Alors, c'est précisément ces deux questions qui vont s'articuler chez Platon et chez Aristote, et je voudrais vous montrer comment. Alors, on va lire des extraits des 3 premiers chapitres de la Poétique d'Aristote, et avant cela, je voudrais les expliquer un petit peu, en tout cas donner des éléments de contexte. Aristote va considérer que la mimésis, c'est-à-dire l'imitation, est au cœur de la poiesis, c'est-à-dire de la création artistique. Comme il le dira, la poésie, c'est-à-dire la création artistique de manière générale, ça peut être le théâtre, ça peut être la musique, ça peut être la sculpture, la poésie, chez Aristote, dans ce contexte. La poésie consiste dans l'imitation. Or, et c'est là que je voudrais en venir, pour Aristote, l'imitation n'est pas la reproduction, ou ne consiste pas seulement dans la reproduction. Et donc, je voudrais vous expliquer pourquoi. Donc, je lis ces différents extraits de chapitres, et je vous pose ensuite quelques questions. Soyez très attentifs quand je lis. Alors, je lis l'entête du premier chapitre. Chapitre premier, la poésie consiste dans l'imitation. 3 différences entre les imitations. Différentes sortes de poésie, selon les moyens d'imitation. Nous allons parler et de la poétique elle-même, et de ses espèces. Donc, et de l'art en lui-même, et des différents types d'art. Dire quel est le rôle de chacune d'elles, et comment on doit constituer les fables, donc les fictions, pour que la poésie soit bonne,
Puis quel est le nombre, quelle est la nature des parties qui la composent. Nous traiterons pareillement des autres questions qui se rattachent au même art, et cela en commençant d'abord par les premières, dans l'ordre naturel. L'épopée, la tragédie, la comédie, la poésie, le jeu d'acteur, l'art de jouer de la cithare en majeure partie, se trouvent être toutes, en résumé, des imitations, seulement elles diffèrent entre elles par 3 points. Leurs éléments d'imitation sont autres les objets imités, autres enfin les procédés et la manière dont on imite. En effet, de même que certains imitent beaucoup de choses avec des couleurs et des gestes, les uns au moyen de l'art, d'autres par habitude, d'autres encore avec l'aide de la nature seule, de même parmi les arts précités, tous produisent l'imitation au moyen du rythme, du langage ou de l'harmonie, employés séparément ou mélangés. Ainsi, l'harmonie et le rythme sont mis seuls en usage dans le jeu d'acteur, l'art de jouer de la cithare, et dans les autres arts qui ont un rôle analogue. Le rythme est l'unique élément d'imitation dans l'art des danseurs, abstraction faite de l'harmonie. En effet, c'est par des rythmes figurés qu'ils imitent les mœurs, les passions et les actions. L'épopée n'emploie que le langage pur et simple ou les mètres, c'est-à-dire le rythme poétique, soit qu'elle mélange ceux-ci entre eux, soit qu'elle ne vienne à mettre en usage qu'un seul genre de maître, comme on l'a fait jusqu'à présent. Il y a des genres de poésie qui emploient tous les éléments nommés plus haut, à savoir le rythme, le chant et le mètre. Ce sont la poésie dithyrambique, celle des nomes, de la tragédie et de la comédie. Ces genres diffèrent en ce que les uns emploient ces 3 choses à la fois et les autres quelqu'une d'entre elles séparément. Alors, la poésie dithyrambique, les noms, c'est du chant, c'est une chanson. Okay. La tragédie et la comédie, c'est ce qu'on a, si vous voulez, au théâtre encore aujourd'hui. Mais à l'époque des Grecs, il y avait des parties chantées. Voilà pour les différences qui existent entre les arts quant à la pratique de l'imitation. Alors je m'arrête là pour commenter, afin que vous ne soyez pas complètement paumés. Que nous dit Aristote? Aristote nous dit qu'on peut distinguer les arts parce que les arts distinguent eux-mêmes, on peut distinguer les arts parce que les arts distinguent eux-mêmes ce qu'ils vont imiter dans la nature. Autrement dit, la distinction entre les arts repose sur la distinction que les arts opèrent eux-mêmes dans ce qu'ils vont imiter de la nature, dans ce qu'ils vont garder de la nature. Et c'est peut-être provocateur de dire cela, mais il faut bien comprendre que pour Aristote, tout art est abstrait. Tout art procède d'une abstraction, c'est-à-dire que tout art va sélectionner, c'est ça que ça veut dire abstraire. Abstraire, ça veut dire tirer d'eux. Il va sélectionner dans le monde réel ce qu'il va devoir imiter. Typiquement, Aristote distingue trois critères. Premièrement, les éléments de l'imitation. Les éléments sensibles de l'imitation. Est-ce que l'art imite
la couleur? Est-ce que l'art imite la forme? Est-ce que l'art imite euh, le son? Est-ce que l'art imite le mouvement? Etc. etc. Voilà, déjà, vous avez la subdivision entre euh, peinture, sculpture, musique, danse, etc., etc. Quels sont les objets? Deuxième critère, quels sont les objets qui sont imités? Est-ce que l'art imite le paysage? Est-ce qu'il imite la famille? Est-ce qu'il imite des riches? Est-ce qu'il imite des guerriers? Est-ce qu'il imite des femmes? Est-ce qu'il imite des hommes? Est-ce qu'il imite des animaux? Et ça va vous donner un certain type d'art. Et enfin, quels sont les procédés et la manière dont on imite? Typiquement, est-ce qu'on va ridiculiser ce qu'on imite? Est-ce qu'on va euh, être fidèle au modèle qu'on imite? Est-ce qu'on va, euh, comment on pourrait dire ça? J'ai le mot en anglais, je ne l'ai pas en français, c'est vraiment catastrophique. Est-ce qu'on va faire l'éloge? Est-ce qu'on va louer ce qu'on imite? Est-ce qu'on va agrandir en fait ce qu'on imite? Est-ce qu'on va le placer sur un piédestal? Piédestal, je le rappelle, à l'intention de certains élèves, ça s'écrit en un seul mot. P-I-E accent aigu, D-E-S-T-A-L, et non pas P-I-E-D, D apostrophe E-S-T-A-L. C'est mignon, mais ça ne va pas. Donc, ça vous explique, chapitre 2, différentes sortes de poésie selon les objets imités. Chapitre 3, différentes sortes de poésie selon la manière d'imiter. Je lis ça rapidement. Comme ceux qui imitent des gens qui agissent et que ceux-ci seront nécessairement bons ou mauvais, presque toujours, donc là c'est les objets imités, presque toujours les mœurs se rattachent à ces deux seules qualités, et tous les hommes en fait de mœurs diffèrent par le vice et par la vertu, il s'ensuit nécessairement aussi que nous imitons des gens ou meilleurs qu'on ne l'est dans le monde, ou pire, ou de la même valeur morale. C'est ainsi que parmi les peintres, Polygnote représentait des types meilleurs, Boson des pires, Denis des types semblables. Alors, Polygnote, ça devait être un peintre euh, grec académique qui embellissait, voilà le mot que je cherchais, qui embellissait la réalité. Boson, ça devait être un peintre qu'on pourrait dire grotesque, à savoir qui peint des personnages bouffons, des trognes d'alcooliques, des gueules cassées, des machins comme ça, des voleurs, des paillards. Moi j'aime beaucoup. Euh, regardez les peintures de Bruegel l'Ancien. Brueghel ou des peintures de Hogarth, Hoggart. Bruegel, c'est plutôt je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est le début du XVIe siècle, ou le milieu du XVIe siècle, mais je ne vais pas dire de bêtises. Euh, et Hogarth, c'est le XVIIIe. Bruegel. C'est bien ça, je suis très fort, XVIe siècle. Et Hogarth, donc peintre. Bruegel est un Belge, c'est un Bruxellois, et Hogarth, c'est un peintre londonien, il me semble, du XVIIIe. Et Denis, des types semblables, c'est-à-dire des types réalistes.
Alors, euh, au passage, pour vous faire une petite culture artistique, on a beaucoup dit, et à tort, que les Romains avaient tout pompé sur les Grecs en termes d'art, et en particulier en termes d'art pictural. Les Romains auraient fait copier énormément de statues grecques quand ils ne les importaient pas directement. Euh, vous regardez n'importe quelle statue d'empereur romain, vous allez vous rendre compte à quel point c'est faux en fait. Pourquoi la statuaire grecque, elle est extraordinairement chiante. Enfin, il y a pas d'autre mot que ça. C'est monotone. Tous les visages se ressemblent. La sculpture romaine, c'est réaliste. C'est-à-dire que on voit que Néron avait une tronche invraisemblable. On voit que César était chauve. On voit que Auguste avait un pif un peu trop fort. Bref, il y a un réalisme chez les Romains qu'on ne trouve pas chez les Grecs. Donc Polygnote, c'est le sculpteur grec par excellence. Denis, on pourrait dire, qu'il annonce la sculpture, la statuaire romaine. Alors, euh, Aristote va dire, mais il en est de même, enfin, il en va de la sculpture comme il en va de la littérature, comme il en va du théâtre. En théâtre, vous avez la comédie, le drame, la tragédie. La comédie nous montre pire que nous sommes, le drame nous montre tel que nous sommes, la tragédie nous montre à la fois meilleur et pire que nous sommes, mais souvent meilleur en fait. Euh, dans la poésie, vous avez l'épopée qui nous montre meilleur que nous sommes. Vous allez avoir quelque chose de l'ordre du roman déjà à l'époque de Platon qui nous montre tel que nous sommes. Et puis vous allez avoir des farces, des romans d'initiation à Rome en particulier, qui nous montrent pire que nous sommes. Euh, Et voilà. Donc, la question que pose Aristote, et c'est ça qui est important, la question que pose Aristote, c'est le rapport entre l'art, c'est celle du rapport entre l'art et la nature. Et au fond, l'art est imitatif, mais on peut se rendre compte qu'il est imitatif selon deux critères, si vous réfléchissez bien. L'art imite la nature dans son mode de production, dans son mode de production et dans ses objets. Mais ce qui fait, ce qui peut en tout cas euh, produire un écart entre l'art et le monde, c'est non seulement que l'art ne peut pas tout imiter, mais c'est surtout que l'être humain est capable de porter un regard réaliste, péjoratif ou mélioratif sur ce qu'il contemple.
Alors, ça soulève deux questions. Premièrement, peut-il exister un art total, c'est-à-dire un art qui serait capable d'imiter totalement le monde réel? C'est une question qui se pose très précocement dans la pensée antique à travers le mythe de Pygmalion. Le mythe de Pygmalion. P-Y-G-M-A-L-I-O-N. P-I-G. P-Y, pardon. G. M-A-L-I-O-N. Pygmalion. Pygmalion, dans la mythologie grecque, est ce sculpteur qui est tellement doué qu'il va sculpter une femme, en fait, dont il va finir par tomber amoureux. Hein. Il tombe amoureux de sa statue, hein, puisque nous sommes à l'ère du progrès. Qui sommes-nous pour juger de son amour? Et son amour va finir par donner vie à la statue. Non mais, enfin, on dit oulala, le gros dégoûtant, mais Pinocchio, c'est la même chose. Hein. Enfin, euh, intelligence artificielle, c'est la même chose. iRobot, c'est la même chose. Frankenstein, c'est la même chose. Hein. C'est, c'est un mythe, si vous voulez, qui est prégnant, c'est-à-dire qui est fécond, et qui va essaimer dans toute la pensée occidentale. L'idée du clonage, l'idée de pouvoir faire ce qu'on appelle en Californie un designer baby, c'est-à-dire choisir les gènes de son enfant. C'est, d'une certaine manière, quelque chose qui nous obsède, qui obsède la pensée occidentale en tout cas. Alexandre, calmos. Euh, on, euh, on peut se demander simplement si l'ambition de certains arts n'est pas effectivement d'atteindre cette totalité. Et on peut même se demander si, à mon avis c'est faux, hein, mais si on peut penser un progrès artistique en fonction de cette visée. Plus l'art engloberait différentes manières d'imiter la nature, plus il se rapprocherait d'un idéal d'art total. C'est par exemple ce que Richard Wagner va défendre dans ses opéras. Richard Wagner, donc on pourrait dire l'auteur de la trilogie du Rhin. Hein, vous avez tous entendu au moins une fois la chevauchée des Valkyries. Je ne vous la chante pas parce que je ne veux pas me courir de ridicule d'une part. Et d'autre part, c'est une musique qui donne proverbialement à Woody Allen et à moi-même une certaine envie d'envahir la Pologne. Donc, ce que disait Wagner, c'est que l'opéra, opéra ça veut dire œuvre, l'opéra, et en particulier son opéra, l'opéra wagnérien, avait pour ambition d'être un art total, c'est-à-dire un art englobant tous les arts existants. Premièrement, poésie. Oh, écrasez-la. Poésie. Ah non, n'écrasez pas la punaise.
Lancez-la sur le camarade que vous aimez le moins. Deuxièmement, deuxièmement, le chant évidemment, bande de zouaves, les décors, donc la peinture, la sculpture, etc. L'action, le théâtre, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un opéra? Oui, la musique, mais ça, il me semble, oui, le chant, la musique, l'orchestre, effectivement, la musique orchestrale. Venez là. Je suis une grosse punaise, moi. Vous inquiétez pas. Mais en fait, je vous rassure, hein, dans un combat de rue entre une punaise et vous, c'est vous qui gagnez, hein. Eh ben mon vieux, hein, si les Russes attaquent, on n'est pas dans la mouise. Donc, oui, oui, faites donc, s'il vous plaît. L'autre problème, avant d'avoir été grossièrement interrompu par une punaise, bon, je vais finir par le faire moi-même, hein. Non, mais le droit des punaises à disposer d'elles-mêmes m'indiffère. En revanche, ce qui me perturbe, c'est la perturbation de mon cours à cause de ça, quoi, si vous voulez. Euh, L'autre question qui va se poser très rapidement, et c'est cette question que nous allons aborder avec Platon la prochaine fois. Il faut que je vous largue avec 5 minutes d'avance parce que je surveille mes chères séries technologiques qui vont me pondre des chefs-d'œuvre. Ouais, l'art imite la nature, mais parfois la nature se trompe. Euh, le, euh, c'est à l'autre bout du bahut, donc c'est en B12. Il faut que je plie les Gaules assez rapidement. Donc, que disais-je? L'autre question qui va se poser, c'est celle de la sincérité de l'artiste. C'est-à-dire la question de savoir si l'art peut rester vrai, s'il peut y avoir une forme de vérité artistique lorsqu'il y a une distorsion, soit améliorative, soit péjorative, dans l'imitation. Autrement dit, est-ce que l'art raconte des histoires lorsqu'il raconte des histoires? Est-ce qu'il ment lorsqu'il fictionne? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. La prochaine fois, vous aurez les textes.